Et ça, je le conseille à toutes les startups au début. Il faut pas hésiter à faire des emprunts bancaires si vous souhaitez pas lever des fonds. Et au moins la première année, c'est ok de vendre un peu à perte. C'est un peu risqué parce que faut aussi gérer le cash, évidemment. Faut bien regarder ce que tu dépenses chaque mois et tout. Mais nous, tu vois, on pouvait se le permettre avec 500 000 € de levée de fonds. C'est pas non plus énorme. Tu vends un petit peu à perte, mais tu sais, parce que tu fais des codes promo, parce que tu fais des packs un peu intéressants. Au début, c'est ok. Après, le but, c'est de fidéliser. Parce que c'est là où tu vas rentabiliser, en fait, ces gens à qui tu as vendu le premier produit à perte. Peut-être le deuxième, troisième, quatrième, à chaque fois, la marge sera plus grande parce que c'est des gens qui vont devenir addicts à ton produit et qui vont vouloir racheter. Salut Raphaëlla et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing. Tu es la cofondatrice de la marque Yacon & Co. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience, nous parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer ta marque, je pense il y a 3 ans du coup. Ouais, salut Danilo, je suis ravie d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis entrepreneur depuis 3 ans. Avant j'étais consultante en management dans les banques à New York et j'ai totalement changé de métier parce que j'avais besoin d'un métier qui apportait plus de sens. Que moi ce que je faisais principalement c'est que je travaillais avec des banquiers qui cherchaient à optimiser leurs coûts, etc. Et au bout d'un moment je me suis dit, bon, je sais que je leur apporte du sens à eux en interne, mais par contre à la planète, pas du tout. Et suite à des expériences personnelles parce que j'avais des problèmes de digestion et de fatigue chronique, donc vraiment des crampes à l'estomac, etc., je me suis posé un petit peu la question sur qu'est-ce que je me mettais dans mon assiette. Et j'étais végétarienne à cette époque, et quand tu es végétarien, tu as tendance à surcompenser sur la consommation de tout ce qui est glucides. Glucides, c'est par exemple riz, pain, pâtes. Et donc, il y a à la fois glucides, donc glucides égale sucre. Hein. C'est-à-dire que quand on consomme des pâtes, c'est exactement pour le corps, il le reconnaît exactement comme si c'était du sucre blanc. D'accord. Donc, ça se transforme en glucose, ça élève ta glycémie et donc ça endommage ton microbiote et aussi ça a un impact direct sur ta fatigue. Donc, c'est là où je me suis dit, tilt, ça doit être ça. Ça te parle? Ok, ouais, ça me parle totalement parce que moi je m'intéresse beaucoup à l'alimentation et j'allais dire ouais, sucre lent, sucre rapide, mais c'est sûr et certain que tu as des, comme tu sais, tu as des glucides à index glycémique élevé et faible et malheureusement le riz blanc, les pâtes et le pain, c'est rapide donc ça fait élever ta glycémie fortement et puis après tu as un pic d'insuline, ça baisse, tu te sens fatigué, mais tu peux aussi avoir des problèmes digestifs quand tu digères pas bien de ça, quoi. C'est ça, exactement. Et tous les matins, je me faisais un petit déj qui me paraissait très sain, mais qui en fait finalement était pas du tout. Je m'en suis rendu compte qu'après, c'est que je me faisais un bowl le matin avec des flocons d'avoine, du fromage blanc, et je me mettais un maximum de sirop d'agave. Et en fait, le sirop d'agave, c'est très riche en fructose. 75%. Ils ont été très bons en marketing ces dernières années en faisant croire avec leur packaging vert, etc., que c'était la solution au problème du sucre. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a des gens qui partent voir le médecin parce qu'ils ont des problèmes de cirrhose du foie non alcooliques, donc qui sont dus à la surconsommation de fructose. Donc bien sûr, pas que à cause du sirop d'agave. Ce produit n'est pas assez connu. Il y a aussi du sirop de fructose industriel qu'on trouve dans les biscuits, dans les gâteaux du quotidien qu'on achète en supermarché. Et en fait, c'était la fausse bonne idée. Et quand j'ai arrêté totalement le sirop d'agave et que je me suis dit, tiens, je vais faire un test sur mon alimentation, je vais arrêter totalement les sucres en général. Donc j'ai été très très malheureuse, on est d'accord, parce que je suis très gourmande. Mais au bout d'un an, je me suis débarrassée totalement des problèmes de fatigue. En fait, si tu veux, tu as 2 types de fatigue. Tu as la fatigue de si tu te couches à 3h du mat et que tu dois te réveiller à 7h. Clairement, là, c'est de la fatigue pure que t'as pas assez d'heures de sommeil. Moi, c'était de la fatigue de genre, en vrai, ça va, quoi. Tu vois, je me couche à 23h minuit et je me réveille vers 7-8h du matin. Je suis pas en carence de sommeil. Et en fait, j'étais juste en déséquilibrage alimentaire, et ça concerne beaucoup de Français parce qu'on aime bien consommer du sucre au petit-déj, tout ce qui est tartines, céréales, jus d'orange et tout, le petit-déj traditionnel français est bourré de sucre. Et en fait, j'ai dit, ok, allez, je me fais un truc un peu brut de décoffrage, mais pendant 1 an, j'arrête le sucre et je vois comment je me sens. Et je me sentais beaucoup mieux physiquement. Donc, tu as arrêté totalement tous les produits qui étaient à base de sucre, comment on appelle ça encore, transformés? Donc, ouais, exactement. Okay. Mais transformé ou pas transformé, c'est-à-dire qu'à la maison, dans mon placard, il y avait ni sirop d'agave, ni sucre blanc, il y avait rien. Mais il y avait encore des pâtes. Et ouais, il y avait des pâtes quand même. Je consommais encore. En fait, je consommais encore des glucides, beaucoup moins, parce que du coup,
J'ai réintroduit la viande à mon alimentation par choix et avec parcimonie, mais parce que je me suis dit, tu vois, moi, en tout cas, ça me correspond plus parce que les protéines, c'est quelque chose qui se digère plus lentement, donc tu te sens Ouais. mieux. T'as pas des coups de barre, enfin voilà, ça cale plus. Donc du coup, tu vois, j'ai rééquilibré de cette manière-là. Mais en tout cas, tout ce qui avait un goût sucré, si tu veux, je l'ai banni. Bon, sauf des fruits, etc. Ok, je comprends. Mais c'était pas la solution. C'était pas la solution parce que en fait, on aime tous le sucre. Enfin, c'est quand même une gourmandise. On n'est pas sur terre pour souffrir. On est là pour profiter de la vie. Et c'est là où en fait, j'ai rencontré mon associé, Thierry, qui est diabétique et qui m'a dit, guess what? Moi, normalement, en tant que diabétique, je devrais totalement arrêter le sucre. Ouais, Mais mais il arrive pas. j'ai pu en fait continuer à consommer du sucre, mais c'est juste que j'ai consommé le bon sucre. Et le bon sucre, c'est une plante extraordinaire qui vient du Pérou, dont on va parler, Ouais, qui s'appelle le yacon. Donc, yes. et là, je me suis dit, waouh, ok, d'accord, très bien, bah, avec grand plaisir, je reprends le sucre parce qu'en vrai, c'est pas pérenne. En fait, maintenant, je suis vraiment très contre tout ce qui est régime hyper restrictif. Je suis même un peu contre le jeûne, sauf si c'est quelque chose qui nous correspond personnellement. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, qui ne consomment pas de petit-déj. Bon, bah, très bien, si t'as jamais pris l'habitude de consommer un petit-déj, toi, voilà, c'est très bien, continue comme ça. Ne te force pas à consommer du petit-déj. Et tu peux même, si tu arrêtes de manger à partir de 20h, bah, tu as ton jeûne intermittent et tu reprends ton alimentation normale vers midi et t'es nickel. Mais moi, Oui. tu vois, je suis une grande amoureuse du petit-déj. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'arrive à me sortir du lit le matin, tu vois. Donc pour moi, c'était inimaginable. Et puis bon, je sais qu'il y a plein de théories qui disent ouais, mange les restes de la veille de ton frigo. Excuse-moi, je vais pas consommer des sardines au petit-déj, sauf quand je suis en grosse gueule de bois et que je me réveille à midi ou 13h, tu vois, ce qui arrive très rarement. Moi, le matin, j'ai besoin du goût du sucre. Et le yacon m'a permis de réintégrer le sucre à mon alimentation, mais sans les effets néfastes du sucre blanc. Déjà. Et à ce moment-là, donc, bah, avant de créer votre marque, sur quelle forme tu le consommais? Sous la forme d'un sirop, du coup? Ouais, alors le sirop d'yacon, ça vient d'une plante. C'est un peu comme une patate douce ou une pomme de terre, et tu peux extraire le jus. Et quand tu le concentres, donc tu fais évaporer à basse température sous vide, tu obtiens un sirop qui ressemble un peu visuellement au sirop d'érable. Ouais, Et, ouais, je vois. et au niveau du goût, ça dépend vraiment des palais. En général, ce que j'entends autour de moi, c'est un goût de miel, c'est un goût de sirop d'érable, c'est un goût de date. Bon, ça dépend vraiment des gens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un goût très sucré, légèrement fruité, et ça permet totalement de remplacer le sucre dans tous les usages que tu te fais du sucre au quotidien. C'est-à-dire aussi bien en cru. Donc effectivement, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, bon bah voilà, moi j'adore le yaourt, mais je sais que les yaourts industriels, c'est bourré de trucs, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, quoi. C'est du sucre, c'est des faux fruits, c'est des additifs, c'est des conservateurs. Donc j'ai arrêté les yaourts industriels et j'ai commencé à intégrer juste du fromage blanc, nature, tout simple. Ouais, Et ouais. avec une cuillère à soupe dans à peu près 150 grammes de yaourt nature. Tu mets une cuillère à soupe de sirop d'yacon, tu mélanges bien et c'est un délicieux goût, vraiment sans laisser cet arrière-goût qui peut être très désagréable avec certaines alternatives au sucre, comme par exemple je pense à la stevia. Non, le yacon il est assez neutre en fait. Genre ça a un goût assez familier. Euh, il y a beaucoup de personnes qui veulent le goûter avant parce qu'ils ont peur justement qu'il se fasse avoir comme d'autres alternatives au sucre où tu restes avec ce goût vraiment dégoûtant, un peu métallique dans la bouche, affreux. Non, le sirop d'yacon, c'est si vous aimez le miel et le sirop d'érable, a priori vous allez adorer le sirop d'yacon. Il y a pas de Trop cool, trop cool. Ok. Donc là, tu t'es rendu compte il y a 3 ans que c'était l'alternative parfaite au sucre. Et je suppose que, ben, comme de nombreuses personnes, tu t'es rendu compte que le produit n'était pas si accessible que ça, parce que tu ne le trouvais pas dans tous les supermarchés ou tu le trouvais pas, ou alors tu devais peut-être l'acheter dans un autre pays ou sur un site un peu lointain. ouais. Qu'est-ce qui a fait, en fait, du coup, tu t'es dit, ok, je vais me spécialiser là-dedans et créer une marque? Déjà, mon déclic, ça a été le jour où, quand j'avais du sirop d'yacon, donc chez moi, les gens me disaient, est-ce que tu le mets dans quoi? Est-ce que c'est juste comme le miel ou tu le mets dans ton thé? Est-ce que c'est juste comme le sirop d'érable, tu le mets sur tes pancakes? Et là, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a peu d'informations sur le fait que même un sucre liquide peut être utilisé comme un sucre normal. Donc, aussi dans les Ouais. préparations à gâteau, autrement. Un gâteau au Mm. chocolat, les madeleines, cakes, tout, les cookies, tout.
et ça change pas la texture et ça change pas le goût des gâteaux traditionnels. Et donc, j'ai fait mon petit chemin dans ma tête et je me suis dit, en fait, le sirop Diacon, il existe, mais personne ne le connaît et personne ne sait comment l'utiliser. Alors, on va se faire garant de cette mission-là. C'est l'évangélisation, en fait. On est un peu des évangélisateurs autour du sirop Diacon, un peu comme, j'adore. Comme des gens qui arrivent pour évangéliser sur une religion. Nous, c'est pas une religion, c'est l'alimentation. Et avec Thierry, qui est donc diabétique, et Clem, mon troisième associé, on s'est assis autour d'une table un 15 août 2019 et on s'est dit, ce produit mérite clairement d'être plus connu. Est-ce qu'on tenterait pas l'aventure? Sachant que moi, j'étais en poste, je gagnais super bien ma vie. Thierry, il était à la moitié à la retraite parce qu'il a déjà 60 et quelques années. Oui, je vois. Clem, il était en début de carrière et dans la boîte dans laquelle il était, il gravissait les échelons à vitesse grand V. Donc, on s'est dit, c'est un risque, quoi. Genre là, on est en train de quitter chacun notre confort, notre zone de confort, pour se lancer dans un nouveau truc. Mais la passion a pris vraiment le dessus. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et pour évangéliser et pour faire connaître, on a démarré effectivement avec un crowdfunding. Ok. Donc, c'était pendant la période du Covid. Donc, du coup, on a créé déjà un compte Instagram sur lequel on a commencé à informer sur les méfaits du sucre, sur qu'est-ce que le Yacon, etc. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, donc on était en 2020 à ce moment-là, tout s'est fait... Enfin, je sais pas si c'est lent ou pas, mais en tant qu'entrepreneur, souvent, on a l'impression que tout est lent, alors que les autres, ils disent « Ah, 3 ans, et vous faites déjà 3 millions de chiffre d'affaires, vous êtes des dingues. » Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais nous, on travaille tellement qu'on a parfois l'impression que tout est lent. Mais bon. Et... donc du coup là on est déjà en 2020, donc on commence à créer ce compte Instagram, on voit que ça prend, mais bon, par rapport à aujourd'hui, rien à voir, quoi. Les gens, je pense qu'en partie il y a eu nous qui avons permis d'ouvrir la parole sur le sucre, hein. Avant c'était vachement le gras qui était décrié et maintenant on est tellement passé dans les médias et tout que j'ai l'impression que le sucre, ils en parlent partout en long, large, en travers, tant mieux. Donc ça nous a pris quand même 2-3 ans, 2 ans, je dirais, 1 an de préparation et 2 ans de commercialisation pour arriver au time to market. Là, on est parfait dans le time to market. Les gens, ils attendent que ça. Une alternative au sucre qui est naturelle. C'est ça. Donc, il y a peut-être 3-4 ans, bon, voilà, c'était pas forcément ce que les gens recherchaient le plus de remplacer le sucre parce que c'était pas le sujet, on va dire, qui était sur toutes les bouches. Alors que là, comme tout le monde en parle dans les médias et possiblement aussi parce que vous commencez à vous faire une notoriété, là, vous commencez de plus en plus à devenir une alternative dans la tête des gens et vous avez une demande accrue pour votre produit de manière naturelle et organique. Exactement, c'est ça. Puis on n'a pas hésité à... Il y a des vérités qui dérangent, mais qui sont vraiment vraies, qui sont scientifiquement prouvées. Nous, tout ce qu'on dit dans les médias, c'est soit des médecins, soit des articles scientifiques, soit des biochimistes, soit etc. Enfin, des gens qui ont étudié et qui ont même pratiqué dans le milieu de la science. Donc tout est véridique. Mais il y a des vérités vraiment que les gens n'aiment pas entendre. Et en fait, on a remarqué qu'en ayant ce rôle d'évangélisateur, il fallait aussi qu'on soit pédagogue, qu'on soit dans la pédagogie. Et en expliquant des choses sur le sucre, les gens tombaient de leur chaise, quoi. Par exemple, il y a une stat qui marque toujours tout le monde. C'est qu'en France, parce que souvent, les Français aiment bien dire que les Américains sont obèses, etc., et qu'ils ne savent pas manger. Mais les Français... Déjà, il y a 1 personne sur 2 en France qui est en surpoids. Ok. Et la deuxième stat choquante, c'est qu'un Français moyen consomme 4 fois trop de sucre. Ok, donc, d'accord. C'est quand même énorme. Mais après, il y a un niveau du coup qui est recommandé par je suppose l'OMS, pardon. Et les gens sont 4 fois au-dessus. Et 1 personne sur 2 est 4 fois au-dessus. Ok. Non, je pense qu'il y a 90% des Français qui sont 4 fois au-dessus et il y en a certains... Ah pardon, 90. Ouais. Ouais, pardon. Parce que tu sais, tu peux très bien être mince et en très mauvaise santé. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des super morphologies, tu vois, par chance, ils sont nés queus, quoi, tu vois, ils sont secs, ils peuvent consommer McDonald's tous les jours et ils resteront comme ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Et pour autant, ce qui se passe à l'intérieur, c'est le chaos, quoi. Et c'est souvent au niveau digestif que c'est des signaux qui indiquent que ça va pas, ou comme tu disais, une fatigue chronique ou de ne pas avoir d'énergie à certains moments de la journée. Exactement. Voilà. Ça. Ok. Donc, évangélisateur pendant quelques mois sur Instagram, puis la campagne de crowdfunding. Même au niveau de...
je dirais, de ce produit. Enfin, moi, ça me paraissait novateur, en tout cas, quand j'ai découvert la marque. Comment vous avez réussi, en fait, à passer de sirop Diacon qu'on trouve nulle part à on le produit en France, on va tout doucement le lancer sur le marché. Comment c'est basé à ce niveau-là? Alors, on s'est dit pour que le Yacon vraiment arrive dans la consommation du quotidien, il faut le rendre disponible aussi en magasin. Parce que le Yacon Ouais. avant tu pouvais en acheter déjà avant nous, mais Ok. c'était des petites marques qui faisaient tout un tas d'épiceries, tu vois, c'était vraiment très niche, c'était vraiment pour les connaisseurs, tu vois, les naturopathes, les trucs, Ouais. des gens qui étaient déjà dans le secteur de la santé, tu vois. Mais c'était pas monsieur et madame tout le monde. Et nous, ce qu'on voulait en faire, c'était un produit monsieur et madame tout le monde parce que le sucre est un produit monsieur et madame tout le monde. Donc pour ce faire, on a démarché des magasins bio, parce que notre produit est 100% bio. Et on s'est petit à petit installé, donc c'est Clément sur la route qui a fait les magasins bio, donc Biocop d'abord, un par un, pour Ouais. convaincre ces magasins de nous intégrer dans leurs rayons. Et, D'accord. et petit à petit, on a intégré 50, 100, 150 magasins. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans plus de 1000 magasins bio. Donc grâce à Biocop, mais aussi Naturalia, on est aussi chez Bio C'est Bon, chez Comptoir de la Ouais. Bio, et etc., etc. Petit à petit, D'accord. on Je s'est... vous ai vu aussi sur une épicerie bio en ligne qui s'appelle Casidomi. Ouais, tout Donc, à fait. On est chez Casidomi en ligne, on est chez Greenwiz aussi en ligne. Et on a aussi notre site e-commerce qui tourne ouais. très bien aussi. Donc voilà, ça c'est ce qui était important. Donc c'était important de faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Donc Ok. réseaux Ouais. sociaux, il y a Instagram. On s'est lancé sur Principalement. TikTok où on a cartonné. On est passé de 0 à 60 000 followers en l'espace de 2 mois. Mais je l'ai abandonné TikTok parce que ça me demandait quand même un petit peu de temps et pour aucune retombée en termes de chiffre d'affaires. Je suis sûr qu'il y a des moyens de monétiser TikTok, il n'y a pas de problème, mais en tant qu'entrepreneur qui ont peu de moyens, tu dois faire des choix. Et mon choix, ça a été de plutôt me concentrer sur Instagram, où là, pour le coup, c'était très héroïste, parce que dès qu'un Instagrammeur parlait de nous, on obtenait des ventes, quoi. Donc, Des ventes, ouais. Donc au début, si je comprends bien, vous étiez fortement sur Instagram à communiquer sur les méfaits du sucre et sur évidemment votre produit. Et vous avez trouvé des relais influenceurs sur Instagram afin d'aller driver du trafic sur votre site. exactement. En fait, aujourd'hui, tu as déjà plein d'influenceurs qui parlent des méfaits du sucre depuis des années, Ouais. sauf qu'ils ne trouvaient pas vraiment de solution. Soit ils trouvaient des solutions, mais qui ne plaisaient pas à tout le monde au niveau du goût, parce qu'il y avait cet arrière-goût. Soit ils trouvaient des solutions qui étaient soi-disant naturelles, mais en réalité qui étaient très riches en sucre, y compris le miel, qui est composé de 90% de sucre simple. Donc, le sucre blanc, c'est 100% et le miel, c'est 90%. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire, t'es pas en train de faire un truc de ouf sur ta santé, au niveau du sucre en tout cas. Quand on leur a dit, je vous envoie un sirop Diacon, vous goûtez, et si vous aimez, vous postez sur nous, là, ils étaient emballés. Et donc, on travaille depuis maintenant, depuis nos débuts, depuis 3 ans, avec des influenceurs qui nous adorent et qui sont devenus nos ambassadeurs, quoi. Ouais, c'est ça. Certains deviennent des ambassadeurs et parlent de vous toutes les semaines, tous les mois. Et après, je sais pas comment fonctionne le partenariat, mais on pourra peut-être en reparler. Ouais. Il est, Ok. si tu veux, je t'en parle. Le partenariat, il y a certains influenceurs qui sont plus petits, des micro-influenceurs à qui on envoie des produits gratuits et en contrepartie, si ils aiment le produit, puisque ça on précise toujours, on dit évidemment vous en parlez pas si ça vient pas du cœur, quoi. Mais bon, la majorité, on a 99% des personnes qui, quand ils reçoivent le sirop Diacon, sont emballées, donc ils parlent de nous en général en story, etc. Donc ça c'est pur gifting et gratuit. Et puis ensuite, on a les influenceurs avec qui c'est plus récurrent et qui sont eux des ambassadeurs, donc c'est le step au-dessus, et eux on les rémunère. Oui. On les rémunère pourquoi on les rémunère? On les rémunère pas pour acheter leur avis, on les rémunère parce qu'il y a du boulot derrière de recettes de leur côté. Ils vont acheter des ingrédients, ils vont faire la recette, ils vont faire le montage vidéo, etc. Donc c'est du boulot et tout travail mérite salaire, donc on les rémunère pour leur travail derrière. Et ils en parlent avec plaisir parce que souvent le sirop Diacon est rentré vraiment dans leur quotidien, dans leur famille, tout le monde l'a adopté, donc c'est souvent assez
ça fait assez naturel et ça fait même carrément naturel et c'est ce que veulent aussi les gens aussi aujourd'hui sur Parce que Instagram. les gens, ouais. Ils veulent de Ouais, l'authenticité. exactement. Bah, je trouve que dans les produits d'alimentation, j'ai l'impression que l'influence, ça reste un incontournable en fait. D'avoir vraiment un réseau d'ambassadeurs qui consomment réellement ton produit et en parlent, je vais pas dire quotidiennement, mais assez régulièrement. Parce que plus on voit le produit en ads, sur Instagram, par tous les influenceurs qu'on suit dans la food spécifiquement, bah, plus on pense à finalement l'acheter, quoi. Et au Exactement. départ, ouais, vas-y. Oui, et surtout, en fait, c'est plus tu le vois, plus tu l'achètes, mais aussi, il faut toujours se mettre à la place du consommateur. Et par exemple, je prends mon exemple personnel, je l'ai déjà donné un petit peu au début, mais tu vois, moi, quand j'ai découvert le sirop Diacone, comme c'est un produit tout nouveau que personne ne connaît, si vous vous lancez dans un domaine très innovant, il faut projeter les gens dans leur quotidien. Parce que sinon, passer du sucre blanc, par exemple, en poudre, versus le sirop Diacone qui est en pot et qui est liquide, les gens ils se disent, bah, c'est pas le même Oui, usage, je peux pas ouais, l'utiliser je de la comprends. même manière. Y compris moi, quand Thierry m'avait parlé du sirop Diacone, je l'utilisais que dans mon fromage blanc et dans mon thé, mais je l'utilisais pas en pâtisserie. Et après, j'ai fait des tests et j'ai vu que ça fonctionnait du feu de Dieu. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai poursuivi. Et en fait, les ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils font pour toi? C'est des gens qui sont très proches de leur communauté, qui ont donc un capital confiance énorme auprès de leur communauté et qui peuvent expliquer et démocratiser l'usage du produit. Oui. Ouais, je comprends totalement. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple. Je n'ai pas été voir votre compte Instagram en détail, mais je suppose que vous avez des recettes que vous mettez. Ouais, ok. Je vois qu'il y a des recettes. Donc, ça, c'est le plus important, je pense. Ouais. C'est montrer les recettes pour utiliser le produit. Ok. Et de base, vous étiez donc sur le sirop Diacone. Aujourd'hui, je vois que vous avez de la pâte à tartiner. À quel moment c'est arrivé ce produit-là? Quand tu te Cette lances, seconde gamme? Ouais. quand tu te lances dans les magasins, c'est très rare, enfin, voire quasi impossible qu'ils acceptent de référencer qu'un seul produit. En Hmm. général, s'ils te prennent, ils te prennent avec une gamme. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui, a une vraie signification au niveau du sucre? Bah, la pâte à tartiner, on connaît tous Nutella avec ses 60% de sucre et avec plus d'huile de palme que de noisettes dedans. Donc on s'est dit, bon, ça me paraît assez symbolique de se dire qu'on crée une pâte à tartiner qui est délicieuse et qui pour autant n'a pas de sucre, n'a pas d'additifs, pas d'huile de palme évidemment, très riche en noisettes. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer 2 pâtes à tartiner, comme ça on avait une gamme. Mais pour être honnête avec toi, si on n'avait pas été obligé, je pense qu'on aurait toujours fait que du sirop Diacone. Voilà, que du sirop Diacone. Mais après, Ok. tu as une deuxième difficulté. Si tu te lances en e-commerce et que donc ce qui te coûte le plus cher en e-commerce, c'est l'envoi des colis. C'est la Yes. logistique. Hmm. Si tu envoies un monoproduit, notre monoproduit, le sirop Diacone, pour 220 grammes, il coûte 9,90 €. On fait souvent des codes promo dessus, donc en fait, en réalité, les gens l'achètent souvent plutôt à 8,50 €, tu vois, dans ces eaux-là. Donc, 8,50 €, un colis à peu près du coup de 500 grammes, bah, ça te coûte aujourd'hui à envoyer 6-7 €. Donc, je Bah te oui. laisse faire le calcul. Il te reste plus que 1,50 € de marge. Avec 1,50 €, tu n'as pas payé tes staffs, tu n'as pas payé ton marketing, tu n'as pas payé tout ton e-commerce, tu n'as pas payé ton agence de growth, tu n'as rien payé. Donc, en fait, tu perds de l'argent. Donc, c'est important quand tu te lances en e-commerce. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ceux qui sont des rockstars du e-commerce, comme les marques comme Respire, comme Dijon, etc., et comme Bocu, etc. C'est souvent des produits, des marques qui ont des produits qui sont soit chers, enfin, en tout cas plus chers, légers, peu fragiles, parce que ça aussi, ça se casse souvent pendant le transport. Et 4, ils ont une grande gamme de produits. Comme ça, ils sont sûrs Mais oui, c'est important. d'avoir un panier d'achat, je sais pas, moyen qui coûte 100 €. Bah, 100 € pour des frais de livraison qui, toi, te coûtent, j'en sais rien, à peu près 15-20 €, bah là, tu te fais ta gratte, tout va bien. C'est ça. Et là, aujourd'hui, vous êtes sur un panier moyen à combien? C'était la question que je me posais parce que, oui, en effet, je vois que tu as le sirop Diacone à 9,90 €, mais après, je vois les pâtes à tartiner qui étaient à aussi 9,40 €. Mais Ouais. bon, je suppose que les gens n'achètent pas que une ou deux quand ils commandent sur le site. En général, les gens, ils achètent le trio, hein. Ils achètent le sirop Diacone et les 2 pâtes à tartiner. Et dans ce cas-là, on est sur des paniers d'achat d'à peu près 30 €. Et, Voilà, donc ça, c'est. Ouais. mais en fait, tu as aussi des gens, enfin, c'est une moyenne 30 €. En réalité, les gens, je pense que, enfin,
soit ils achètent juste le sirop Diacon parce qu'en fait, ils sont juste curieux du sirop Diacon, mais ceux-là, ils nous arrangent pas du tout parce qu'en termes, c'est de pure perte pour nous. Et il y a ceux, en fait, qui veulent bénéficier des frais de livraison offerts qu'on offre à partir de 40 € d'achat. Donc, oui, c'est assez c'est disparate. Donc, soit ils sont à 12 €, soit ils sont à 40 €. Et donc, la moyenne fait à peu près 30 €, quoi. Hyper intéressant. Ok. 30 €, c'est vrai que, moi, d'expérience, je sais que pour l'acquisition en ligne, c'est toujours un peu bas parce que il faut payer le coût d'acquisition et comme tu as dit, tu as aussi les frais d'envoi. Comment vous gérez ça justement avec le panier moyen qui reste peu élevé? Après, même si je sais qu'il y a une très bonne récurrence derrière, tu nous expliqueras peut-être un peu plus là-dessus pour vous en sortir à niveau acquisition. Alors, en gros, notre strat, nous, c'était vraiment voulu. On s'est dit, OK, notre priorité aujourd'hui, c'est déjà de faire de l'acquisition, quitte à perdre de l'argent. Quitte à perdre. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est mieux de ne pas perdre de l'argent. Vous avez levé des fonds? Je ne t'ai pas posé la question. Genre après le crowdfunding, vous avez, et on parlera aussi de qui va être mon associé. Ouais. Entre les deux. On a levé auprès de banques pour démarrer notre business. Et pendant 1 an, on a vécu sur un prêt bancaire de 50 000 €. Donc, c'est que dalle, autrement dit. Donc 50 000 ou 150 000? 50. Ok, ouais, c'est vrai que c'est encore moins. C'est que dalle. Après, on était très frugal au début. On a essayé de faire tout nous-mêmes. On n'embauchait que des alternants. Tu vois, on a fait step by step. Et au bout d'un moment, on a vu que vraiment le produit commençait à prendre son envol. Et là, on a dit, allez, levée de fonds. Comme on voit que ça prend son envol, on rajoute du cash pour pouvoir un peu plus bombarder sur déjà embaucher des personnes compétentes. Donc, on a pris des CDI en marketing, etc. En sales. Et ensuite, on a fait une levée de fonds donc, de 500 000. Et après, on a fait la levée de fonds de qui va être mon associé, dont on va parler tout à l'heure. Ouais, on en parlera après. Ouais. Et donc, du coup, pour l'acquisition, tu avais du cash, finalement, à partir d'un certain moment, je sais pas, quand tu as levé les 500 000, c'était quand, en 2021, 2022 C'était en 2022. Ok. Et donc, parce qu'en fait, j'avais dit tout à l'heure que le 15 août 2019, on s'était assis autour d'une table avec Thierry et Clem, mais en fait, ça a pris pas mal de temps à s'enclencher, parce que moi, j'ai dû poser ma DEM, etc., sortir dans mon ancien taf. Donc, le temps que ça prenne tout ça, en réalité, notre date officielle de commercialisation, c'est mai 2021. Donc, on a tenu, tu vois, pendant 1 an sur ces 50 000. Après, on a tenu encore 1 an sur 500 000. Et la suite, on en parlera après. Mais sur l'acquisition, nous, c'était vraiment voulu. Et ça, je le conseille à toutes les startups qui ont des produits... Non, toutes les startups en général, hein, honnêtement, au début, il ne faut pas hésiter à faire des emprunts bancaires si vous ne souhaitez pas lever des fonds. Et au moins la première année, c'est OK de vendre un peu à perte. C'est un peu risqué parce que faut aussi gérer le cash, évidemment, faut bien regarder ce que tu dépenses chaque mois et tout. Mais nous, tu vois, on pouvait se le permettre avec 500 000 € de levée de fonds. C'est pas non plus énorme. Et sur ces 500 000 € de levée de fonds, on avait à peu près 100 000 € d'investissement en machine, parce qu'on a aussi fait ce choix stratégique d'internaliser la production dès le début, pour être maître à bord de notre bateau surtout. Et en fait... tu vends un petit peu à perte, mais tu sais, parce que tu fais des codes promo, parce que tu fais des packs un peu intéressants, et c'est OK. Au début, c'est OK. Donc, du coup, pendant 1 an, on a fait ça. 1 an et demi, on a fait ça, où en fait, on a vendu un petit peu à perte, mais c'est exactement ce que tu mentionnais. Après, le but, c'est de fidéliser. Ah oui. Parce que c'est là où tu vas rentabiliser, en fait, ces gens à qui tu as vendu le premier produit à perte, mais peut-être le deuxième, troisième, quatrième, à chaque fois, la marge sera plus grande parce que c'est des gens qui vont devenir addicts à ton produit et qui vont vouloir racheter. L'autre difficulté avec nous, difficulté pour mesurer justement cette fidélité, c'est qu'en fait, tu as pas mal de personnes qui ont vu apparaître des magasins à côté de chez eux qui proposaient notre sirop Diacon et qui ont du coup basculé de online à offline. Et eux, on peut pas les mesurer. On sait pas s'ils nous ont quittés forever ou s'ils ils ont juste changé de boutique, quoi. Oui, parce qu'on peut pas les traquer en boutique physique, ils vont pas forcément redonner leur adresse email. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu, à moins de faire du CAC déclaratif et de demander où est-ce qu'ils vous ont découvert quand ils ont fait un achat, que ce soit offline ou online, mais vous contrôlez pas ça en offline. Et c'est vrai que d'après ce que j'ai compris, c'est ça qui m'a fait réfléchir tout à l'heure, c'est que au début, vous avez vraiment fait un mix des deux, quoi, offline et e-commerce. C'était peut-être même meilleur en offline. Et après, le e-commerce, vous l'avez fait grossir à partir du crowdfunding, je suppose, et des relais sur Instagram, et puis après de l'acquisition. Ouais. C'est bien ça? Alors, on a toujours été meilleur en e-commerce quand même. Hein. Ah, ok, d'accord. On a beaucoup de notre chiffre d'affaires qui
qui vient du e-commerce depuis le début. En revanche, là, on est meilleur en magasin, c'est qu'on marge mieux. Ah, ok. Parce que la marge, en fait, sur e-commerce, donc tu as évidemment la logistique et coût d'envoi. Et tu as aussi, évidemment, tout ce qui est frais marketing, ads, etc., qui rajoutent par-dessus et qui, au départ, sont pas toujours très rentables, mais au fur et à mesure, tu t'améliores, etc. Alors qu'en magasin, qu'est-ce que tu fais? Tu mets tous tes produits sur une palette. La palette, tu l'envoies au magasin et c'est tout. Alors, bien sûr. Et c'est tout, t'as pu t'appuyer y penser, il n'y a pas de frais de livraison, etc. Donc c'est logique. T'as moins de casse parce que c'est sur palette, c'est bien emballé, etc. T'as plus à réfléchir, c'est eux qui font leur marketing en magasin. Tu négocies avec eux aussi des promotions. Donc tu leur dis par exemple, tu vois, nous notre mois phare, c'est vraiment le mois de janvier, ou le mois de septembre. Les gens sont en mode nouvelle résolution en fait. C'est les moments où les gens veulent changer d'habitude. Et ben quand ils veulent changer d'habitude, on fait une petite promo en magasin aussi et ça génère un achat, tu vois. D'accord, je comprends. Ça coûte moins cher que le e-commerce. Ok. Mais le e-commerce, ça, c'est intéressant. Le e-commerce, pour moi, on le voit comme ça, c'est un peu un funnel. C'est un peu le e-commerce, c'est pour la notoriété et pour générer la première vente. On génère la première vente sur l'e-commerce. Et puis après, on les rentabilise soit en les fidélisant sur le e-commerce, soit en les envoyant en magasin. Ça, on n'hésite pas aussi. Ouais, t'hésites pas à le dire dans tes mails que vous êtes disponible dans tous les Biocoop, Bio c'est bon de France, je sais pas où. C'est ça, Biocoop, Naturalia, beaucoup de Naturalia, tous les Naturalia de France et de Corse. Ok, d'accord. Ouais. Donc évidemment, ça, tu finis par en parler. Par contre, ça reste quand même un pari quand tu fais une acquisition de se demander à quel moment tu vas le rentabiliser de ton acquisition. Est-ce que toi, vous avez réussi à calculer après combien de mois vous êtes rentable sur un client ou ça reste encore un peu complexe à dire? Alors aujourd'hui, pour être honnête, j'ai pas les chiffres. On se penche sur le sujet maintenant sérieusement parce que justement on en reparlera avec Qui veut être mon associé, mais notre boîte en gros chaque année on a fait x2 du chiffre d'affaires et grâce à Qui veut être mon associé, là on va plutôt faire un x5. Faire un x5, ouais, d'accord, donc ça a été game changer. Tu peux me permettre, t'étais à quel chiffre d'affaires en e-commerce ou global avant Qui veut être mon associé? Alors notre chiffre d'affaires en 2023 a été de 500 000 euros et en 2024 là on part sur 3 millions. Ok, ouais, donc c'est un gros game changer, c'est pour ça que vous êtes en rupture. C'est ça, parce qu'en fait, on a créé un marché aussi. Le marché du sirop diacone, l'expertise de la transformation de la plante en sirop existe depuis les années 90, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur de ça. Ils disent c'est un nouveau produit, ça se trouve, ça va être controversé dans quelques années. Non, vous inquiétez pas, ça fait depuis les années 90 que c'est consommé en Amérique du Sud, mais c'est juste que ça n'a pas été démocratisé. Nous, on a démocratisé. Et comme on crée ce marché, aujourd'hui, il n'y a pas assez de champs diacones au Pérou, il n'y a pas assez les machines des fournisseurs, parce que c'est une plante péruvienne. C'est là-bas où aujourd'hui on achète le sirop diacone, et en France, on a créé une culture de test. Mais ce test, il y a 10 000 plants, et 10 000 plants, ça te permet à peine de faire 1 ou 2 tonnes de sirop diacone, alors qu'aujourd'hui, on en vend 60 tonnes. Ok. Donc t'es obligé donc là, t'es vraiment dépendant du Pérou. T'es dépendant du Pérou, mais c'est plus que ça, on en parlera après, c'est qu'on s'est installé au Pérou, on s'est associé avec une péruvienne qui a une expertise du sirop diacone justement depuis les années 90 et qui nous permet en fait d'accélérer cette croissance parce qu'aujourd'hui dans le monde il y a à peu près 100 tonnes qui sont produites par an. Nous, dès 2025, on pense qu'on va vendre 400 tonnes. Donc, ok, bon, là, il y a un problème. Il y a un décalage, voilà. Donc, c'est incroyable ça. Donc, vous êtes vraiment freiné par l'offre du produit qui n'est pas assez conséquente. C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, avant, il y avait une problématique de demande sur le sirop diacone parce que personne n'en avait fait son petit bébé comme nous, on l'a fait. Personne ne passait dans les médias en parlant du sirop diacone. Nous, on a réussi à faire ça depuis 3 ans. Maintenant que le sirop diacone, surtout en France, les gens le connaissent bien, il n'y a pas assez d'offres. Donc... Je trouve ça incroyable, vraiment. Et en fait, moi, je pensais, en toute honnêteté, que peut-être qu'il y avait déjà des sociétés américaines ou sud-américaines qui en vendaient à foison, tu vois. Donc, pas du tout. Aux États-Unis, on a regardé le marché. Donc, le sirop diacone est tout à fait légal aussi à la vente là-bas parce que parfois, on peut se demander, tu vois, parce qu'on est un nouveau produit comme ça, parfois, il faut monter des dossiers hauts comme ça pour pouvoir légaliser. Non, aux États-Unis, tu as tout à fait le droit de vendre du sirop diacone. Mais le sirop diacone, maintenant qu'on est sur ce marché depuis 3 ans, il a des qualités nutritionnelles
qui change d'un batch à l'autre. Il a une qualité de goût qui change d'un batch à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de petits producteurs et donc chacun a son standard de qualité. Et nous, ça nous est déjà arrivé de renvoyer plusieurs tonnes de sirop Diacon à l'envoyeur parce que la qualité du sirop Diacon ne suivait pas la charte très stricte qu'on se donne. C'est-à-dire 4 fois moins de sucre et 2 fois moins calorique. Et donc, on les a renvoyés. Et nous, en fait, c'est pour ça qu'on veut faire une usine un peu plus conséquente où, en fait, on va pouvoir quasiment faire tout le sirop Diacon dont on a besoin. On a créé une coalition aussi avec les autres petits producteurs de sirop Diacon parce qu'on veut surtout pas les laisser tomber, mais on leur a donné nos standards, quoi, tu vois. On leur a dit, bah voilà, le sirop Diacon, il faut que ce soit comme ci et comme ça. Et ils nous suivent là-dessus. Et ça permet en fait de créer un standard. Et c'est ça que les industriels, et c'est ça que les États-Unis, ça a dû bloquer les États-Unis parce que, je suis désolée, mais si tu commences à vendre, parce qu'aux États-Unis, le marché, il est genre 50 fois, il est gigantesque, exactement. Bah, si tu te lances en tant que marque de sirop Diacon aux États-Unis et que tu achètes 50 tonnes d'une qualité A et 50 tonnes d'une qualité B, ils deviennent zinzin. Donc il y a plein de gens qui ont abandonné. D'accord, je comprends. En fait, le sirop Diacon avait déjà commencé à être un peu démocratisé dans les années 2000, tu vois. Il y en a des gens qui ont abandonné parce qu'ils ont trouvé ça... parce que justement, ils voulaient pas faire cet extra effort que nous, on fait de produire eux-mêmes. Donc c'est un risque, mais là, on investit 1 million d'euros là, au Pérou pour créer cette ligne de production à nous, et elle voit le jour cet été. En ce moment, Thierry est au Pérou justement pour accueillir les machines et faire le kick-off. Incroyable. Ouais. Ça, c'est vraiment, je trouve ça merveilleux comme histoire, en tout cas, parce que déjà, tu crées de l'emploi là-bas et tout, donc c'est incroyable. Et donc, du coup, vous allez avoir cette usine là-bas au Pérou. Donc, j'ai cru comprendre la France, tu peux rappeler, c'est pour le reconditionnement et les pâtes à tartiner. Okay. En fait, en gros, tu reçois le sirop Diacon du Pérou dans cette usine qui est située à Vichy. Et à Vichy, on a 5 personnes qui travaillent à mettre le sirop Diacon. Donc, c'est une ligne de production automatisée. Ils mettent le sirop Diacon et ça met dans les pots, ça ferme, ça met sous vide, ça étiquette. D'accord, mais voilà, le produit vient du Pérou et puis après c'est dans l'usine française que vous allez le mettre dans les packaging. Par contre, la pâte à tartiner, elle est made in France parce que on a des mélangeurs, donc les noisettes, le sirop Diacon, tout est mélangé dans une cuve faite par nous avec notre propre R&D, avec tout ça. C'est nous qui l'avons créé de A à Z. Et ensuite, il y a la ligne de reconditionnement aussi, mais pour le coup, la pâte à tartiner, elle est vraiment faite en France. Ok, d'accord. En tout cas, ça fait, je trouve que ça fait très start-up dans la façon de faire, puisque sur le coup, vous pouvez pas vraiment dépendre de producteurs locaux en France ou de logisticiens. Vous avez dû tout créer finalement. Vous avez dû créer vraiment votre base avec vos usines. Donc vraiment, bravo, impressionnant. Ça devait être un très gros chantier. Et ça s'est fait sur 2023-2024. Exactement. Okay. Et j'ai envie de te dire qu'on a même commencé plus loin que ça. On a... Nos démarrages, c'était dans la grange de Thierry, au milieu de la campagne à Vichy, qu'on a transformé en mini-usine de production. Ça faisait 40 mètres carrés, que dalle. Et là, on avait des machines qui étaient totalement manuelles. Limite, tu tournais la manivelle comme ça pour créer ton truc. Tu vois, c'était vraiment du bricolage. Et j'ai toujours... quand je faisais ça, tu vois, je me disais, c'est pas sexy et tout. Mais je me suis toujours souvenu de ce que Steve Jobs avait dit. Il avait dit que les premiers cartons... Non, pas Steve Jobs, pardon. Le mec d'Amazon, Jeff Bezos. Ouais. Il avait dit que lui, il a démarré en faisant en fait une librairie où il envoyait en fait les livres des libraires du quartier et il les envoyait par la poste aux gens qui voulaient acheter peut-être à l'autre bout des États-Unis. Et il racontait qu'il faisait les colis assis à 4 pattes par terre, lui-même, ouais, exactement. Et qu'il avait dit à son associé, il avait dit, tu vas voir, le jour où on réussira, on aura au moins une table, tu vois. Là, ils n'avaient même pas de table. C'est pour ça qu'ils mettent ils utilisaient des tables pour les portes, un truc comme ça, je sais plus comment des portes. Ah oui, ils prenaient des portes pour faire une table. Oh, pardon, ils prenaient des portes pour faire une table, excuse-moi. Ouais, ok, ouais. C'est l'inverse. C'est ça. Okay. Et du coup, bref, voilà. Donc, je me suis toujours dit, on commence par le bas de l'échelle et c'est très bien. On voit exactement à quel point c'est pénible ce genre de boulot. Et on va monter crescendo, automatiser et faire rouler la machine. Et là, c'est actuellement le cas parce que vous êtes bien obligé d'automatiser, sinon vous passerez votre temps à faire des colis et à faire des bocaux de sirop de Diacon. Exactement.
Yes. Ok, donc ça c'est intéressant ce point-là. Et donc on parlait de Qui veut être mon associé. Donc Qui veut être mon associé, c'est souvent un accélérateur pour les marques. Je pense que tu peux le confirmer. J'ai l'impression que vous avez fait un très très gros cours en allant sur Qui veut être mon associé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les coulisses en fait de votre venue sur cette émission? Et ensuite, déjà, est-ce que vous avez réussi à lever des fonds? Quelles ont été les retombées? J'aimerais bien qu'on fasse un petit focus là-dessus, que tu m'as expliqué un peu l'impact sur le business. Et puis on enchaîne Alors, sur la suite. l'impact principal sur le business, c'est que en 48 heures, on a fait le chiffre d'affaires de toute l'année 2023. C'est Donc, incroyable. Donc 500 000 quoi. 500 000, exactement. Donc là, tu te dis, merde, je vais faire quoi? Comment Vous y attendez pas. On s'y attendait pas du tout parce que les projets qui étaient passés les années d'avant avaient fait peut-être, je sais pas, 100 000. ouais, voilà, exactement, tu vois. Donc tu écoutes, tu vois, tu te dis, et puis nous, on est plutôt des entrepreneurs qui sont de nature modeste. Donc on se dit, on adore notre produit, il est génial, mais je sais pas, peut-être Mm. que les gens, ils vont pas acheter en ligne, ils vont peut-être attendre d'aller en magasin. Bah, Ouais. ça n'a pas manqué. Les gens faisaient la queue chez Naturalia pour acheter du sirop Diacone. Ça devient le running gag d'ailleurs maintenant. Apparemment, il y a des gérants de magasins qui nous disent on n'en peut plus tous les jours. On a des gens qui nous disent vous avez plus de sirop Diacone, etc. Quand est-ce que vous en recevez? Et le soir sur le site internet, ça a explosé quoi. T'avais 100 000 personnes qui étaient connectées en simultané. On vendait, je sais pas, je crois que c'était 20. La stat c'était 20 colis par minute ou quelque chose. Enfin c'était un délire. Ça nous était jamais arrivé comme ça de cette manière. On a une application de paiement qui a planté au moment où on est passé. Il y en a une où ça a pas planté, mais les gens faisaient la queue. En fait, il y avait écrit vraiment comme quand tu achètes un truc pour tu cherches tes places pour Roland Garros. Tu vois, tu es dans une espèce de liste d'attente. Bah, Ouais. c'est pareil sur notre site cette soirée-là. Donc au niveau du business, il y a eu un avant-après, mais radical. Donc maintenant, on a une base de données de plus de 100 000 clients. Enfin, c'est vraiment conséquent. Et vous étiez à combien avant Kevin Massé en termes de... C'est vrai que j'avais vu les 100 000 clients, je dis waouh, impressionnant. 100 000 clients, c'est toujours un très gros cap à atteindre. Vous étiez à combien de clients à ce moment-là, avant Kevin Massé? On était à peu près à 20 000. À 20 000, ouais, donc vous Ouais. avez fait 80 000 clients d'un coup. Parce Ouais. qu'en fait, tu as parlé finalement des 500 000 euros que vous avez fait en 48 heures, mais après, il y Ouais, a toute la récurrence derrière. Enfin, moi, quand je vois le produit, je c'est me dis, ça. si la personne est convaincue, elle le rachète tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, Bah, c'est exactement ça. Tu te dis, bah, et alors dans les 80 000 en plus, dans les 80 000 en plus, je veux dire, t'as les 20 000 clients et puis t'as 80 000 en plus qu'on a reçus dans notre base de données. T'en as certains qui n'ont pas acheté tout de suite, mais du coup, qu'on va aller chercher après. C'est des prospects, tu vois. T'as pas Ah, d'accord, 100% ok, des j'ai personnes, compris. tu vois, t'as pas 100% des personnes qui ont déjà fait leur achat, mais qui ont Ah, fourni ok, leur d'accord, adresse je email. comprends. Parce qu'en Oui, fait, je comprends. ça demande de la préparation un passage, même si tu sais jamais quel chiffre d'affaires tu vas faire. Nous, on a Ouais. commencé à travailler dessus, c'était en septembre 2023. Donc, et on est passé dans l'émission en février 2024. Donc, tu as quand même plusieurs mois de préparation. Donc, la préparation, c'était à partir du moment où on était sûr de passer, parce qu'en fait, tu fais le tournage en septembre. Donc, à partir du moment où on était sûr de passer, on a fait, allez, on refait tout notre site, on fait un truc bien d'équerre, on met l'investissement qu'il faut, mais en fait, on voulait un site qui était ultra user-friendly, où genre le moins de clics possible pour arriver à ton achat. Et pour ceux qui sont pas prêts à acheter tout de suite, il faut que ce soit le plus fluide possible pour qu'ils puissent donner leur adresse email. D'accord. Je suis sur le site actuellement. Donc, Ouais. en fait, c'est que là, tu as le bouton précommandé parce que là, tu as t'as ton produit qui est Rupture. en rupture. Et puis après, juste en dessous, tu as tous les produits. Et est-ce que tu avais un encart pour donner l'email à ce moment-là qui était spécial qui va être mon associé ou pas du tout? Alors en gros, sur le site, si tu regardes en haut à gauche, normalement, Ouais. je vais l'ouvrir en parallèle aussi à côté, tu as écrit précommande moins 10%. Ouais, je suis dessus, ouais. Ah, d'accord. Et là, en effet, t'as ce pop-up qui arrive. Et je suppose qu'il arrive aussi en automatique après 30 secondes ou une Exactement. En minute. fait, c'est un pop-up. Ok. On s'est dit, là, on s'en fout d'harceler les gens. Il faut qu'ils puissent recliquer dessus s'ils l'ont fermé. Il faut que ça se pop-up devant eux au moment où ils arrivent sur le site, quelques secondes après, s'ils ont un peu scrollé. Ouais. Et même et surtout, nous, on a fait. Là, on regarde sur le desktop, tu vois, sur l'ordinateur, mais nous, notre priorité, Ouais. c'était d'avoir un truc qui est mobile first. Bah oui. Donc, parce que quand les gens sont devant la télé, sur qui va être mon associé, ils sont assis dans leur canapé, ils ont pas enfin, à moins qu'ils travaillent jusqu'à pas d'heure, 99% des personnes vont être sur leur portable.
Donc, Totalement. il faut que ce soit le plus fluide possible au moment où ils sont sur leur téléphone. Et tu vois, sur la version mobile, pour ceux qui voient la caméra, on a dans le burger ici aussi le gros bouton précommande moins 10%. Comme ça, il n'y a pas de Ouais, je doute. comprends, d'accord. Ouais, donc tu le voyais vraiment pas mal, C'est ça. quel que soit l'endroit où tu es allé sur le site. C'est ça. Le plus important, c'était la collecte. En fait, on s'est dit, Ok. priorité number one, collecte d'email. Priorité Collecte number d'email. two, achat. Ouais. Ok. Priorité number three, tout le reste. Parce qu'en fait, quand tu passes dans une émission comme ça, tu as quand même 20 minutes à l'antenne, avec 2 millions de téléspectateurs. Si tu parles bien de ton produit, dans le pitch, on a projeté les gens dans leur cuisine. Qu'est-ce qu'ils font dans leur cuisine? Tu vois, on les a amenés, on a apporté de l'émotionnel qui est totalement véridique, qui est l'histoire de Thierry, qu'il a raconté devant 2 millions de téléspectateurs aussi, avec son diabète. Parce qu'en fait, ce que je t'ai pas raconté tout à l'heure, c'est que Thierry, il a un diabète de type 2. Et Ouais. en arrêtant le sucre et en remplaçant par le sirop Diacone, il a pu arrêter de se piquer à l'insuline. Ah oui, en effet. Mais on a fait un gros disclaimer, bien évidemment, c'est pas un médicament, le sirop Diacone. Alors, on sait jamais, il y a des gens qui vont arrêter l'insuline et me prendre du sirop Non, non. Diacone à la place. Non, c'est clair, vous avez bien fait de le faire, ça, à ce niveau-là. Gros Fallait disclaimer. penser. Et ça, je le redis aussi pour les gens qui écoutent, parce que, étant donné qu'il y a quand même, il y a quand même 1 milliard de personnes dans le monde qui sont atteintes de diabète, je suis sûr que des gens qui t'écoutent sont atteints de diabète, type 1 ou type 2. Ok. Ok. Mais donc, dans les gens qui t'écoutent qui sont diabétiques, pour le type 2, par exemple, évidemment, il faut être suivi par son médecin traitant. Thierry, il a fait cette transition alimentaire sur 2 ans. C'est pas fait comme ça. Néanmoins, il a arrêté totalement le sucre et maintenant il peut consommer le sirop Diacone, ça lui fait pas des pics d'insuline, ni de glucose, tout va bien. Donc, pour en revenir à nos moutons, ton site, il doit être hyper simple, quelques clics pour pouvoir donner son adresse email ou pour acheter. Le plus épuré possible. Le nôtre, on n'a pas tout à fait réussi à le rendre assez épuré selon moi, mais bon, c'est déjà une première étape. Et ça, c'est Aprio. Et sur le plateau, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui postulent actuellement, il faut vraiment que dans ton pitch, il te donne, je pense, 3-4 minutes pour pitcher au total. Il faut que dans ton pitch, très vite, dès le début de ton pitch, il faut que tu parles de ton produit, si tu veux que les gens achètent. Parce que la différence entre un bon et un mauvais pitch, selon moi, c'est que un mauvais pitch, c'est où tu vas faire une intro trop longue, en faisant un espèce de teaser, et à la fin, tu vas annoncer c'est quoi ton produit. En fait, les gens, ils ont déjà décroché, quoi. Ils sont genre sur leur canapé, t'as en besoin d'en parler. train de manger leur dessert, ils ont la flemme d'écouter, limite ils vont zapper, et après ils vont revenir, tu vois. Donc, tu as besoin d'en parler très vite, quoi. Tu dis, voilà, nous, on vend du sirop Diacone, et puis après, raconte l'histoire en même temps. Nous, c'était dans notre pitch, si je me trompe pas, c'était ma deuxième phrase. Okay. Et après, tu peux étoffer, expliquer d'où ça vient, pourquoi tu as créé cette entreprise, etc. Mais il faut très vite qu'ils sachent de quoi il s'agit. Et comme énormément de personnes se sentent concernées par les problèmes du sucre, bah, si dans ta deuxième phrase, tu dis « Moi, je vais apporter la solution à votre problème d'addiction au sucre et vos maladies et vos problèmes de santé et vos coups de barre après le déjeuner parce que vous avez mangé un dessert trop sucré, etc. » Bah là, c'est bon, t'as tout gagné. Ouais, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais ce genre de discours-là, qui est très orienté besoin du consommateur, comment tu vas résoudre leurs problèmes, les investisseurs se disent, OK, ils vont résoudre un problème de masse, donc ça m'intéresse aussi d'en savoir plus. Et après, je pense que c'est à ce moment-là que tu parles un peu de ta société, des chiffres et de ce que vous projetez en fait dans l'avenir, parce qu'on sait très bien que si vous dites, oui, on souhaite faire 2 millions en 2027, ils vont pas être très intéressés. Par contre, si tu leur dis, je veux faire 20 millions ou 30 millions en 2027, là, ils sont un peu plus intéressés. C'est exactement ça. Et c'est vrai que ce qui était sympa aussi qu'on avait fait nous sur le plateau, c'est qu'on a fait un buffet où on avait justement fait des préparations à base de sirop Diacone, sucré au sirop Diacone. Donc on avait fait des banana bread, un gâteau au chocolat, du granola, et en fait ça a fait une interaction, même si à la prod il nous avait dit vous devez leur dire de rester assis parce que les caméras ça va bugger s'ils se lèvent. Mais on n'a pas réussi à les tenir assis. Tony Parker, il a couru vers le buffet parce qu'il voulait goûter et il a mangé à la cuillère le sirop Diacone, même comme ça. Il était emballé par le produit et du coup tout le monde s'est levé finalement et tout le monde était là au buffet et c'était rigolo, quoi. C'est impressionnant. Et donc du coup après vous avez réussi à lever des fonds sur Keywordman Associés. Vous avez levé combien et auprès de qui? On a eu un oui plateau de la part de Kelly Massol pour 250 000 et au total ça faisait partie d'une enveloppe plus globale parce qu'on était en levée déjà
depuis quelques mois. Et on a levé au total 2 millions, donc à la fois en equity et en dette. Ok, d'accord. Ouais. Et ça nous a permis, donc sur ces 2 millions, tu as 1 million qui part pour la ligne de production au Pérou, Ouais, et je m'en doutais, ouais. le besoin en fonds de roulement et la trésorerie locale. Mais au Pérou, notre but, c'est que ce soit très très rapidement rentable. En France, on n'est pas tout de suite rentable, même si on se dirige vers la rentabilité. Notre but, c'est d'être rentable en 2026. Donc là, on commence à speeder. C'est pour ça qu'on s'intéresse à notre marge sur notre site et tout ça un peu de façon plus prononcée. Parce que maintenant, en fait, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, on a accepté de perdre de l'argent, mais temporairement, parce que tu faisais de l'acquisition de clients. Ouais. Mais maintenant, c'est bon, on passe dans cette phase où, genre, en fait, on a 100 000 clients, on peut déjà bien les travailler, ces 100 000 clients, tu vois. 100%. Ouais. Et là, on en parlera vraiment après en détail sur comment travailler ces 100 000 clients. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais donc là, à t'écouter, donc une partie de l'argent est partie pour les usines, une autre partie pour vos besoins en fonds de roulement, si je comprends bien, parce que vous n'êtes pas encore rentable sur le marché français. Exactement, on va en marketing, quoi, en fait, en gros. En marketing, Ouais. c'est ça. Donc là, c'est vraiment une partie que vous investissez en marketing. Je pense qu'on peut en parler. Du Ouais. coup, dans quoi vous investissez Ouais. à quel rythme, comment ça se passe, qu'est-ce que vous attendez de vos investissements, qu'est-ce que vous atteignez, enfin quel KPI vous souhaitez atteindre. Alors, en gros, donc nos investissements en marketing, c'est on a du e-commerce et du offline. Donc on a des magasins aussi. Donc déjà, tu as deux pôles de marketing. Tu as le marketing e-commerce et le marketing trade, en fait, donc en magasin. Donc pour tout ce qui est trade, je commence par le trade parce que ça intéresse peut-être un peu moins. Donc je vais aller un peu plus vite. Donc tout ce qui est trade, on a le coût des PLV, donc vraiment des petites affichettes que tu as sur les rayons, etc. On inclut aussi dans notre coût les promos qu'on fait parce que c'est quand même de la marge en moins, donc ça grignote un petit peu. On a aussi plusieurs commerciaux qui font des rondes dans les magasins pour vérifier que les produits sont toujours en rayon, donc ça aussi c'est des coûts en plus. On fait beaucoup d'animations, donc pour faire goûter le produit, parce que quand les gens goûtent, ils achètent, alors que s'ils voient ça en rayon, ils sont genre c'est quoi ce truc. Maintenant ça va beaucoup mieux depuis qu'on est passé dans l'émission, parce que les gens ils voient le packaging jaune et ils disent ah bah oui je l'ai vu à la télé, hop je l'achète. Mais avant on avait pas mal d'investissements en animateurs, donc c'est des étudiants qui viennent faire déguster les produits le week-end. Donc ça, c'est pour tout ce qui est... Et on a les salons. Les salons aussi, on fait quand même pas mal de salons. On fait 4-5 salons par an. À la fois des salons consumer et des salons B2B. Consumer, c'est par exemple, on a fait la foire de Paris. C'était un carton plein. Les gens faisaient la queue pendant... Il y avait à un moment 10 minutes de queue pour pouvoir acheter ton produit. Enfin, c'était un délire. On a eu tous les médias qui sont venus nous voir aussi parce qu'ils nous avaient découvert sur Qui veut être mon associé. Et là, ils voulaient nous interviewer. Donc c'était vraiment la folie. Donc du coup, ça faisait un relais. Donc du coup, le lendemain, les gens nous avaient vus en plus sur le JT de France 2. Donc ils venaient nous voir. Enfin, c'était... Ouais, la foire de Paris, c'est en mai, je pense, et un truc comme ça. C'est ça. Mai. Donc c'était quand même 2-3 mois après notre passage. Donc c'est encore très frais dans la mémoire des gens. Et voilà, ça c'est à peu près nos investissements pour tout ce qui est trade. Okay. En e-commerce, on a une CDI en responsable marketing. 2 personnes que là on bascule en CDI aussi, qui sont en charge du community management et du marketing digital. Et ces 3 personnes-là travaillent sur la strat et l'opérationnel de à la fois du growth, donc tout ce qui est Google Ads, Facebook Ads, avec une agence. On a une agence externalisée parce que ça faisait quand même beaucoup de travail de checker tous les jours les performances des ads. On s'est dit, voilà, on externalise. Et en réalité, c'est pas mal ça qui nous coûte le plus cher. Ce qui nous coûte aussi un petit peu d'argent, c'est tout ce qui est marketing d'influence. Donc, où on a des influenceuses donc, qui kiffent notre produit et qu'on rémunère pour qu'ils préparent des recettes et parlent de nous à leur communauté. Après, bien sûr, le site internet n'est pas négligeable parce que tu rajoutes des petites applis par-ci par-là. Par exemple, on a rajouté une application qui nous permet de faire des vidéos, qui nous a été super utile pendant cette période de rupture de stock. Si tu vas sur notre site internet, tu verras ma tête, soit sur j'ai vu plusieurs fois. Voilà, sur les téléphones de la petite bulle ou l'encart un peu plus grand sur l'ordinateur où je peux expliquer, voilà, on a rupture de stock, mais puisque c'est une plante et qu'on crée un marché, etc. Achetez votre produit maintenant pour le recevoir dans un mois. Ça demande beaucoup d'explications. Donc, ces petites capsules vidéo.
bien sûr des investissements sur le site pour l'amélioration de l'UX et de l'UI en continu. Et puis, on a aussi une agence de relations presse qui nous permet en fait de passer dans les médias de façon récurrente et de parler de notre produit, aussi bien les produits, les médias digitaux que la radio, la télé, etc. Donc ça, c'est nos investissements en marketing. D'accord, très intéressant. Et aujourd'hui, parmi tous ces canaux, leviers que tu actives, c'est, en tout cas en e-commerce, c'est lequel qui te semble être le plus scalable, lequel le plus de potentiel pour les prochains mois ou années? Sans aucun doute, l'emailing. Ah, c'est marrant ça. Ok, l'emailing, d'accord. Tu sais Vas-y, pourquoi? explique-nous Parce pourquoi. que Ouais. moi, je suis très analytics de nature, tu vois, genre, Ouais. tu sais, t'as plein de types de personnalités, t'en as qui sont plus sur l'affect, les gens qui sont machin, l'intuition, je sais pas quoi. Moi, si À tu fond. me montres pas des chiffres, je me dirais toujours, il me bullshit, tu vois. Mm. Donc, je creuse toujours sur les chiffres. Et en fait, quand j'ai creusé sur les chiffres chez nous, en tout cas, j'ai vu que l'emailing, ça nous coûtait très peu. On a un logiciel qui s'appelle Klaviyo, sur Bien lequel sûr, on ouais. fait toutes nos automatisations, tu vois. La rédaction des contenus, c'est fait par nos staffs internes de la boîte. Le design, on a une graphiste aussi qui nous fait le visuel des emailing, mais ça coûte rien pour un ROI assez extraordinaire. Quand on envoie certains emails, on a tout de suite plein de ventes. Et en fait, on a notre strat d'emailing, et justement, ça recoupe sur les Ouais, c'est ce fameux que 100 j'avais dit 000, tout à l'heure. voilà, les 100 000 Ouais. clients. Donc, ces 100 000 clients, on a 3 catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ont acheté leurs produits et qui attendent encore leur livraison à cause des ruptures de stock. Ok. Et à eux, on va pusher du contenu plus informationnel. Pourquoi vous avez bien fait d'acheter du sirop diacone? Pourquoi c'est Ouais. bon pour la santé? On leur donne aussi des informations sur leur commande directement en disant tac, votre commande est passée en prioritaire, elle devrait arriver dans les 2 semaines, etc., etc. Ça, c'est Super. les premiers. Mais on essaye de pas trop les spammer, eux, parce que on sait qu'il y a déjà un petit niveau de frustration, d'attente, d'impatience. Donc c'est quoi, c'est un mail par semaine ou 2? Ouais, un mail par semaine max. Exactement. Ok. Pour Ok. eux, on essaye de... Parce que eux, c'est les plus réactifs. Dès qu'ils reçoivent un email de notre part, ils nous Ah répondent oui, ils direct. ont déjà acheté. Ils Ouais, ont déjà acheté, c'est normal. c'est Ouais. ça. Donc eux, on essaye de pas trop les spammer. Ensuite, les deux plus intéressants selon moi, t'as ceux qui ont reçu leur commande et qui n'ont pas encore racheté. Et eux, je les adore parce que c'est là où tu peux leur pusher des informations qui, moi, enfin, c'est ce qui me passionne le plus. C'est tu leur pushes des recettes pour qu'ils Des consomment leurs recettes, ouais. produits. Peut-être tu leur dis, bah, D'accord. maintenant que tu as ton sirop diacone, voilà comment tu peux l'utiliser. Bah, ce week-end, tu vas faire un Ouais. gâteau au chocolat avec tes enfants. Tu mets 100 grammes de sirop diacone à la place de tes 100 grammes de sucre blanc. Ça va être délicieux, ça va être ludique et tout. Et tu les encourages en fait à, consommer leurs produits. D'accord. Et je me permets de Ouais. te poser la question, les recettes, tu les envoies sous forme écrite ou alors un post vidéo que vous avez fait sur Instagram ou Alors, comment vous faites ça? on a une chaîne YouTube. Ok, d'accord. Ok. Alors ça aussi, ça nous coûte, effectivement, j'avais oublié aussi dans nos coûts marketing, on Ouais, a... Ouais. c'est de la vidéo, hein. Faut produire. Il Faut faut produire la vidéo. produire, et nous, on voulait un truc hyper quali, avec vraiment des super vidéastes qui nous font un truc hyper... Enfin, ça fait vraiment Ouais. très pro. Et on fait venir toujours une influenceuse, justement, ou une créatrice culinaire, tu vois, qui vient... parce que moi, je suis pas spécialement cuisinière, donc en fait moi je suis l'animatrice qui explique le sirop diacone, et à côté de moi tu as toujours une nana qui dit bah voilà comment est-ce que on va faire des madeleines au sirop diacone et voici la recette, et moi je suis son commis dans la cuisine en fait, si tu veux. Ok. Donc ça c'est top. Et en fait on leur envoie à eux des emails en leur disant voici la recette sur YouTube de gâteau au chocolat, testez ce week-end, et les gens peuvent cliquer et arriver sur la chaîne YouTube. Donc ça, c'est ça. Et après, Ok. t'as les troisièmes, c'est ceux qui nous ont donné leur adresse email et qui nous ont pas encore acheté. Et Bien sûr. eux, Et là, il y en a combien, plus ou moins? Enfin, déjà, il y a quel pourcentage de personnes vous ont donné leur adresse email n'ont pas encore fait un achat? sur les 100 000, je pense que... Attends, faut que je fasse un calcul. Là. Je les ai pas forcément en tête comme ça. Mais étant donné que là, je vais calculer notre chiffre d'affaires et je vais diviser. Ouais, tu dois avoir à peu près, je pense sur ces 100 000, tu dois avoir à peu près 20 000, je pense.
qui rentrent D'accord, pas voilà 20%. C'est pas non plus ton plus gros, enfin c'est pas du tout c'est pas le plus gros segment ou alors la moitié. Ouais, bah oui, parce qu'avec notre passage, je pense que c'est aussi l'effet qui veut être mon associé. On en reparlera dans un an et je te dirai si c'est toujours le plus gros segment, le plus petit segment, pardon, parce que en Ouais, passant sur qui veut être mon associé, les gens ont tout de suite acheté en fait, quasiment tous. Après, t'en as c'est ça. certains qui nous ont découvert pas par qui veut être mon associé, mais parce que on a été tellement relayés dans des médias et eux, c'est un peu moins automatique que ceux qui nous ont vu dans qui veut être mon associé et qui ont vu vraiment le jury se ruer, tu vois, sur notre produit. Ils se sont dit, waouh, si eux, ils font confiance, moi, je fais confiance. T'as quand même Marc Simoncini qui a dit, moi, j'ai arrêté le sirop d'agave parce que j'ai compris que c'était vraiment mauvais pour la santé. Et donc, votre produit, ça va devenir mon produit du quotidien. Donc, quand tu as une personnalité aussi connue qui dit que le sirop d'agave va devenir, et c'est vrai en plus, véridique, Marc Simoncini est vraiment un de nos clients fidèles maintenant. Bah, en fait, tu fais confiance, quoi. Tu vois, t'as vraiment un capital confiance énorme là-dessus. Bah ouais, c'est un bon point. C'est un bon Ouais. point. Vas-y, je te laisse peut-être enchaîner sur la partie email, mais j'ai d'autres questions qui me viennent en tête sur la partie vraiment UGC, je dirais. Mais vas-y. Ouais. Et les prospects, du coup, c'est les prospects qui restent dans le. C'est eux, on va en fait leur pousser un code promo, leur dire pourquoi ils devraient faire de la réassurance avec peut-être Ouais, de l'UGC, tu vois, des gens qui ont dit, bah moi, ça m'a permis de régler mes problèmes de ventre, tu vois, un truc comme ça. Voilà. bien sûr, Mais je on est au comprends. début, on est vraiment à l'aube de vraiment l'exploitation réelle de tous ces emails parce qu'on vient d'en recevoir il y a à peine 3-4 mois autant et qu'on est encore en rupture de stock. Donc aujourd'hui, on peut pas non plus trop bombarder les gens parce qu'on sait très bien qu'ils vont recevoir un email, ils vont arriver sur notre site, ils vont voir 30 jours, ils vont faire Oui, je sais pas. ça n'a pas trop de sens pour vous, ouais, c'est ça. Donc là, c'est peut-être un mail par semaine pour chacun des segments. Et C'est ça. enfin, après, ceux qui ont déjà acheté, là, c'est simplement du contenu éducationnel et éventuellement. Est-ce que tu as à un moment un email après X temps, X mois qui se déclenche automatiquement pour proposer de comment on appelle ça encore? Faire un refill Bien sûr. euh, ouais. Tout ça, c'est automatisé aussi, même si on a effectivement vraiment mis dans les critères pour que ça se déclenche, c'est qu'il faut que leur commande soit marquée livrée. Parce que sinon, c'est pas X Ouais, temps, mais c'est plus. Enfin, ouais, je comprends. c'est X temps après livraison, en fait, si tu veux. Bien sûr, c'est ça. Pas X temps après commande, parce qu'étant donné. Normalement, Ok, et à partir du mois d'août, pour ceux qui nous écoutent, et je sais pas quand est-ce que sort ton podcast, mais au mois ouais, d'août, ça vite. voilà. Bon, alors ceux qui nous écouteront au mois d'août, en tout cas, vous pouvez acheter sereinement. Nos délais de livraison sont normalement revenus à la normale, mais là où on parlait, on était donc en juin, Ouais, et là, on est encore un peu en rupture de stock. Mais et voilà, et j'ai oublié de te parler de tous ces emails effectivement automatiques qui sont, par exemple, des emails quand les gens arrivent dans leur panier et n'ont pas finalisé leur commande. On va leur envoyer un email pour leur dire ah t'as oublié un truc dans ton panier, tu vois. Donc ça aussi, on a aussi des emails automatiques qui partent, qui sont plus en mode petit rappel, on a vu que tu avais un intérêt ouais. sur notre produit, n'hésite pas à passer à l'achat. Ouais, ils sont importants ceux-là. Ok. Et après, tu as aussi du cross-sell. Est-ce que du cross-sell, c'est un truc que vous avez déjà mis en place? Donc, quelqu'un qui achète du sirop, proposer de la pâte à tartiner? Alors, étant donné qu'on a très peu de produits, effectivement, c'est pas, tu vois, c'est pas comme les gens qui, par exemple, je suis du hasard, si tu as une boîte de compléments alimentaires et que tu as un complément alimentaire qui est pour la peau et tu en as un autre qui est pour la digestion, tu peux leur dire, bah, est-ce que tu savais que en complément du truc pour la peau, si ta digestion se passe mieux, tu auras encore plus une peau lisse et sans boutons, Eh etc. oui. Donc, tu peux aussi complémenter, tu vois. Là, c'est plus Hmm. simple, tu vois. Nous, euh, oui, on encourage aussi à consommer les pâtes à tartiner, mais de toute façon, c'est pas un produit qu'on veut trop pusher parce qu'il est très chiant à la prod. C'est un produit qui est pas très rentable pour nous, pour être honnête. En fait, souvent, c'est notre produit d'appel parce que les gens se disent, bah, je vais retirer le Nutella des placards, je vais mettre des pâtes à tartiner sans sucre de Yakon & Co. Et c'est après qu'ils se disent, ah, mais en plus, en fait, qu'est-ce qu'ils utilisent en fait pour que c'est un goût sucré? Le sirop Yakon, je vais l'acheter pour aussi faire mes gâteaux ou même faire mes pâtes à tartiner maison. Hein. En vrai, la pâte à tartiner se fait assez simplement à la maison. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas fanat non plus d'encourager. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on push parfois des packs, tu vois. Par Ouais. exemple, pour Noël, on propose des packs où tu peux acheter ton kit Yakon & Co, où tu achètes
ton sirop Diacon, tes pâtes à tartiner, mais aussi un tablier pour faire la cuisine avec écrit Diacon & Co, une petite cuillère en bois Diacon & Co. Et les gens souvent aiment bien les cuillères en bois parce que avec le miel, notamment, apparemment, quand on utilise une cuillère en fer, ça dénature le produit. Alors honnêtement, je suis pas assez calée sur le sujet, mais il y a beaucoup de clients qui sont contents d'acheter leur cuillère parce que ça permet de l'utiliser pour d'autres usages que juste le Diacon, évidemment. Donc voilà, donc on a quelques cross-sell effectivement comme ça, mais c'est peut-être potentiellement un truc qu'on peut encore plus pusher. Ouais. Ok, super intéressant. Ok, sur la partie emailing, donc en gros, pour toi, c'est le canal qui a le plus de potentiel pour vous ces prochains mois. Si on revient sur ceux où, évidemment, ceux où plus tu mets de l'argent, plus potentiellement tu vas toucher des personnes. Moi, il y a un truc qui revient souvent sur ces canaux-là, surtout dans les business comme le tien que je connais, c'est l'UGC. C'est-à-dire avoir des personnes qui valident ton produit, que ce soit des marques Simoncini ou un peu Monsieur Tout-le-Monde. Est-ce que vous avez une stratégie UGC sur ces plateformes-là? Donc, je parle vraiment des plateformes Facebook Ads, TikTok Ads ou même Instagram en organique. C'est dans le pipe. On n'a pas démarré, mais par exemple, typiquement, nos ambassadeurs qui créent des recettes à base de sirop Diacon, souvent ils mettent leur visage et ils parlent du produit. Donc, ces vidéos-là, on veut les sponsoriser effectivement pour que Ouais, ça... 100 000%. Ouais. 100 000%. Là, j'en parlais il y a quelques jours avec quelqu'un qui fait de l'influence et il me disait que faut vraiment, nous on le fait déjà pour certains clients, mais il faut avoir leur autorisation. Mais c'est un truc limite à demander dès le début à négocier. Ouais. Parce que si tu peux utiliser ces vidéos-là, ça peut être game changer dans tes ads. Exactement. Parce que je pense que, est-ce que toi tu crois un peu aux créateurs, on va dire, qui n'auraient jamais vraiment utilisé ton produit, mais qui en quelque sorte vont tu vois, les faux UGC, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire ceux qui n'ont. Ah oui. Bah non, moi j'y crois pas trop en fait, parce que pour être honnête, on l'a testé. Hein. Enfin, voilà, vous l'avez testé. On a testé avec Mélodie, notre community manager, qui est super par ailleurs et qui consomme vraiment le sirop Diacon au quotidien chez elle. Mais en fait, la vidéo fait un peu fake, tu vois. Malheureusement, ça fait toujours un peu fake, ouais. Ok. Alors qu'un influenceur, c'est son métier, c'est différent. En plus, il utilise dans ce cas-là le produit et que tous les mois il le reçoit, c'est autre chose. C'est ça, exactement. Donc c'est un métier, hein, influenceur. Faut pas se leurrer. Après, moi, j'en fais des vidéos, je sais, mais tout le monde sait que je suis la fondatrice, mais je l'assume, tu vois. Je suis en mode. Chaque été, tu vois, là, j'ai tourné des vidéos parce que j'étais dans le sud de la France pendant mes vacances, tu vois. Quand on est entrepreneur, on n'a jamais vraiment de vacances. Bien sûr. On se dit, tiens, je vais rentabiliser en faisant des vidéos sympas au bord de la piscine, tu vois. Et j'ai fait des vidéos de moi au bord de la piscine en montrant des recettes que je pouvais faire. Je dis, moi, est-ce que toi aussi t'as des problèmes de digestion? Moi, j'en ai souffert pendant plusieurs années. Voilà ce que je fais. Je mets du sirop Diacon, je me fais une petite citronnade, 3 glaçons et je finis la vidéo en buvant ma petite boisson, tu vois, pour projeter les gens aussi. J'en ai fait une aussi en disant, cet été, j'arrête le sucre. Enfin, un peu des catchphrases comme ça. C'est pas vraiment de l'UGC parce que moi je suis fondatrice de ma boîte, mais ça a bien. On appelle ça FGC. Ouais, ça a bien fonctionné. Ouais, ça a bien fonctionné l'année dernière parce que c'est que l'été que je le fais parce que c'est là où chaque année je vais au même endroit en été en vacances avec ma famille et donc c'est assez télégénique et donc je fais ces vidéos là. Mais en fait ce qu'on souhaite faire dans les prochains mois, c'est que on a mis en place un programme de fidélité sur notre site où les gens cumulent des points dès qu'ils font des choses. Donc, soit ils repostent la vidéo, ils repostent le sirop Diacon en story, ils mettent un commentaire sur Trustpilot en nous mettant 5 étoiles, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, ça leur permet de collecter des points. Et quand ils collectent ces points, après, ils gagnent un code promo ou un disque ou un bon d'achat de 10 € sur leur prochain achat, etc. Et donc, ça les encourage à le faire. Et parmi les missions, une des missions, c'est faire une vidéo UGC. Hyper naturelle. Wow. Ouais. Donc on va voir. Hein. Je ne sais pas si ça va marcher, hein, parce que c'est un métier, on est d'accord, mais. Bien sûr. Non, je connais bien les problèmes de fidélité comme celui dont tu parles, mais c'est vrai que j'avais jamais entendu dans l'émission faire un UGC, donc à voir. Attends, je regarde un peu ton site. Est-ce que tu as des UGC directement sur tes pages produits? Non, mais ça serait génial. Je vois que tu as des recettes, mais ça peut être déjà parce que je vois beaucoup de sites, encore une fois, en food, où tu as des UGC ou des influenceurs. En fait, par exemple, sur les pages produits, tu pourrais avoir des formes de stories où tu as un influenceur qui parle du produit, tu vois, dans le sirop Diacon ou les pâtes à tartiner. Grave. Ça peut être intéressant. Mais, complètement. Et tu as un autre truc qu'on va faire qui est un peu, je sais pas si c'est l'UGC, mais en tout cas, c'est du renforcement positif, on va dire. On teste mardi prochain le live shopping. Donc on a encouragé les gens à
à venir s'inscrire gratuitement. Et en fait, je vais être dans une cuisine. Je vais être en vidéo, en live sur notre site internet. Et quand je vais être en train de faire la cuisine et faire mon gâteau, les gens pourront cliquer sur la vidéo directement pour acheter leurs produits sans quitter la page. Parce que le problème entre un live Instagram, c'est que tu as une toute petite friction. C'est que les gens doivent quitter le live, surtout s'ils sont sur leur téléphone, ils doivent quitter le live pour acheter. Là, avec le live shopping, le but, c'est qu'ils fassent tout au même endroit. Sur le site, du coup. Sur le site. D'accord. Donc, tu héberges ton live sur ton site et au même moment, tu peux faire l'achat sur la même page. Ok. Pourquoi tu as une autre méthode? On peut faire un live Instagram? Un live shopping Instagram? Moi, je connais pas cette méthode-là. Ok, ouais, non, ça n'existe pas. Parce que l'idéal, moi, le Graal, et je sais pas pourquoi Instagram l'a toujours pas instauré, c'est qu'en fait, quand tu fais ton live sur Instagram, que les gens puissent cliquer et acheter directement. Non. Je pense que c'était c'était leur but il y a quelques années de rendre ça vraiment seamless. Je sais plus comment on dit en français, genre sans friction. Mais ils l'ont un peu abandonné. Hein. Je pense que le live shopping, ils ont un peu laissé ça de côté en se disant bah c'est pas trop là, ça va jamais vraiment marcher en France. Donc ils l'ont pas plus développé que ça. Parce que comme tu sais, tu peux faire un live, mais en effet, tu quittes le live quand tu veux faire l'achat. C'est ça. Donc là, pas d'autre solution. Ouais, exactement. Ok, hyper intéressant. Niveau marketing, en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour. Tu parlais aussi tout à l'heure de tes marges. Est-ce que, moi, tu sais, en tant que... Allez, j'ai une agence de publicité, donc je parle avec beaucoup d'e-commerçants. Comment tu pilotes un peu tes investissements publicitaires? Est-ce que tu as un CAC que tu cibles, un MER ou comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Alors, ou même une marque, simplement? Nous, c'est la marge du site e-commerce de façon globale. Parce que pour être très honnête avec toi, il y a quelques mois, on s'est même demandé si on n'allait pas arrêter l'e-commerce. Parce qu'on s'est dit, c'est quand même un trou de dépenser. Après, on s'est dit, bah non, c'est notre canal d'acquisition principal, donc on va plutôt essayer de l'optimiser. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on crée notre tableau donc pour calculer la marge, tu mets ton chiffre d'affaires de ton site internet hors taxe. En dessous, tu mets ton chiffre... Exactement. En dessous, tu mets ton chiffre d'affaires des frais de livraison, parce que tu as quand même certaines personnes qui payent quand même les frais de livraison si, chez nous, en tout cas, par exemple, ils achètent en dessous de 40 €. Et après, tu mets en face tes coûts de frais de livraison et de logistique. Tu mets tes coûts marketing, etc. Et ça te donne à la fin, tu mets tes frais d'agence, tes trucs, et à la fin, ça te dit ce qui reste chez toi. Donc, les premiers mois, il ne restait rien. Il restait rien, d'accord. Donc là, tu vois, donc en gros, nous on appelle ça MC2, tu étais à 0 ou moins. En gros, ouais. Presque à 0. Okay. Exactement. Donc ça, c'était pour janvier à peu près. Après, il y a eu qui veut être mon associé. Donc là, tu as un flux gratuit qui arrive d'un coup. Donc tu peux pas analyser cette période-là. Elle est complètement biaisée parce qu'en fait, tes coûts marketing ont été tellement faibles par rapport à la masse qui sont arrivés gratuitement par le fait que tu sois passé à la télé gratuitement, entre guillemets, que tu peux pas vraiment estimer. Donc là, évidemment, on a eu des plutôt bonnes marges. Pas super non plus, mais plutôt bonnes. Parce que pourquoi pas super? C'est parce qu'on a fait plein de codes promo pour encourager à l'achat. Maintenant, c'est niette, on arrête le code promo à tout va. Par exemple, on fera plus jamais des codes promo à moins 20%. Maintenant, c'est maximum moins 15%. Donc voilà. Et moins 15 de façon très ponctuelle, par exemple 2 fois par an pour des soldes. Voilà. Et là, on est pile dans la période où je suis en train de recalculer, où là, ça va être les vraies marges, parce que c'est plus le flux de qui veut être mon associé, tu vois. Là, depuis un mois, c'est un flux un peu plus à la sueur de notre front, avec les ads, les emailing, etc. Donc là, on va calculer. Mais le but, c'est... Quand je parle avec tous les experts qui ont monté des boîtes qui sont hybrides comme nous, à la fois e-commerce et à la fois magasin, ils nous disent le e-commerce est un super outil d'acquisition. Si tu arrives à bien fidéliser, tu peux aussi faire un truc super. Par exemple, on va mettre en place des abonnements pour avoir vraiment un MRR. Ouais, j'allais dire, ouais. Voilà. En revanche, ça ne deviendra jamais ton canal d'acquisition, ton canal le plus rentable. En tout cas, si tu as la possibilité, si tu as un produit comme le nôtre qui est lourd et que tu as un monoproduit ou 2-3 produits comme nous, tu vois, et à un moment donné, ça va plafonner, tu vois. Mais ça reste quand même un canal d'acquisition et de visibilité auquel on peut
dont on peut pas se passer, clairement. C'est ça. Ok. Et tu penses que si tu éliminais totalement tes coûts publicitaires, ça serait beaucoup plus intéressant. Enfin, je suppose que ça serait beaucoup plus intéressant, ou est-ce que finalement le coût publicitaire ne. Vas-y. C'est pas le coût publicitaire qui nous coûte le plus cher, c'est la logistique. Voilà. C'est ça, j'allais dire. C'est vraiment vous, le problème vient de la logistique. C'est même pas le coût pub. Ok. Non, le coût pub, vraiment pas. Nous, tu vois, c'est un produit, entre guillemets, pas cher, donc où il y a peu de freins à l'achat finalement. Donc, s'il y avait pas de problème de coût logistique, notre site serait hyper rentable. Hein. C'est pas, C'est ça. tu vois, aujourd'hui, c'est en ROAS, on est à peu près à x2,5, un truc comme ça. C'est bien ou pas bien? Tiens, on va tester. Fois 2,5, c'est pas beaucoup, mais après, tu es sur un produit qui coûte, comme on l'avait dit, en moyenne 30 €. Donc, si tu arrives déjà à faire fois 2,5 sur ce produit-là, c'est déjà pas mal. Okay. Parce qu'après, tu as la récurrence. Exactement. Donc, voilà. Moi, ce que je me dis toujours, c'est que tant que c'est pas dans le négatif, je suis contente pour l'acquisition. Non, là, franchement, non. Sincèrement, là, je trouve même ça bien, en fait. Réellement, parce que si tu vends à 30 € en moyenne, si tu fais déjà fois 2,5 sur Facebook ou sur Google, là, tu as fait vraiment global, tu veux dire. Ouais, c'est vraiment global. Je pense qu'il y en a. En fait, ça varie. Parfois, on a Google qui est beaucoup plus intéressant pour nous, et parfois c'est Facebook. Ça dépend si, par exemple, on a des concurrents qui évidemment mettent plus d'argent. Et là, tu es plus forte sur Facebook normalement, parce que y a moins de gens qui cherchent sirop de Yacon, alors que Facebook, tu fais de la demand gen, tu crées la demande. Exactement, c'est ça. Tu vas la capter. Ouais. Et ouais, c'est ça. Mais on n'a pas vraiment de concurrents directs en fait, mais parfois ils viennent nous chatouiller les pieds parce qu'en fait il y a un site qui va d'ailleurs, je ne dis pas le nom parce que je veux pas, mais de toute façon il sera facilement retrouvable si vous cherchez sur internet. Mais c'est un site qui vend aussi du sirop Diacone, mais en fait ils vendent le sirop Diacone parmi plein d'autres produits. Ils ont, je sais pas, une cinquantaine de produits, tu vois, ou 70 produits différents. Et parmi leur offre, il y a du sirop Diacone. Et bientôt, ça va devenir nos clients parce qu'on va leur vendre notre sirop Diacone donc finalement, c'est pas des vrais concurrents, mais tu vois, forcément, s'ils voient que le sirop Diacone en ce moment, elle vend en poupe, clac, ils ont beaucoup plus de budget que nous. Ils vont venir nous couper l'herbe sous le pied, quoi. Mais comme ça va devenir nos clients, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok, d'accord. Ok, du coup, non, intéressant en tout cas. Donc, toi, finalement, tu regardes ta marge nette, donc c'est-à-dire après avoir retiré tous tes coûts logistiques et publicitaires, et ce que tu veux finalement, c'est être le plus haut possible, sachant qu'aujourd'hui, tu es un peu bloqué par tes frais logistiques. Alors moi, j'aurais tendance à dire la solution, évidemment, c'est d'augmenter le panier moyen, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ou alors augmenter ton taux de conversion, quoi. Alors, ce qu'on hésite à faire, nous, c'est changer de packaging. Donc, aujourd'hui, c'est du verre. Ouais, j'ai vu, Voilà. Et le verre, c'est très lourd. Parfois, on se dit peut-être que si on trouve un format squeeze, tu sais, plastique ou plastique qui est recyclable, bien sûr, parce qu'on a quand même une charte assez claire et puis nos clients sont assez exigeants sur l'écologie, donc on faut faire gaffe avec ça. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a pas fait avant, hein. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps, mais on se creuse les méninges pour avoir le meilleur packaging écologiquement parlant et pour que ce soit léger dans les colis. Et ça, je pense que ça peut être game changer pour nous, pour le coup. Totalement. Franchement, t'écouter, oui. Si tu me dis que ton vrai problème aujourd'hui, c'était les coûts logistiques, j'espère que tu trouveras la solution honnêtement sur cette partie-là. Ouais. Si c'est un coût trop élevé par rapport à votre panier moyen. Ouais. Ok. Écoute, on a quand même pas mal fait le tour. J'avais peut-être encore une question ou deux si t'as encore un peu de temps. Ouais, ça te va 5 minutes encore? Ouais, vas-y, on peut faire ça. T'as parlé beaucoup des canaux marketing que tu utilises aujourd'hui. T'as pas parlé de LinkedIn, alors que je trouve que, mine de rien, t'as réussi un peu à trouver ton audience sur ce réseau. Moi, en tout cas, je t'ai découvert sur LinkedIn. Donc, c'est que forcément, ça a un impact. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place sur ce canal-là, à la fois pour te faire connaître ta marque? Est-ce que tu arrives aussi à faire de la conversion directe dessus ou trouver des nouveaux partenaires? Enfin, je suis curieux de savoir un peu l'impact de ce réseau sur le business. Alors, la raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je ne sais pas mesurer l'impact. Okay. Et d'ailleurs, si tu as des tips pour moi, je suis très, très preneuse. Si tu sais comment je peux mesurer l'impact, je suis vraiment... Enfin, l'impact sur le chiffre d'affaires, directement. À part mettre des liens UTM sur ton profil LinkedIn, moi, je vois que ça. Donc, ouais, c'est vrai, pas con. Ouais, c'est déjà ça. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que j'en parlais pas. Mais tu vois, j'ai quand même une conviction vraiment profonde que LinkedIn peut apporter quelque chose. Je pense que ça apporte de la réassurance.
Et aussi, nous, notre cible, c'est aussi des cadres, tu vois, qui ont un certain pouvoir d'achat et qui veulent le meilleur pour leurs enfants, etc., Ouais. etc., tu vois. Donc, il y a la cible qui traîne sur LinkedIn et qui tombe sur mes posts, peut-être ceux qui sont un peu inspirationnels sur l'entrepreneuriat, qui à la base sont plutôt intéressés sur l'aspect entrepreneur et business, mais après ils disent, ah ben en fait ton produit il est pas si mal, je vais aller voir sur Mais son je dis site. pareil, ouais. Ouais, mais je dis pareil. Vraiment, je me dis pareil. Tu quoi? Tu fais pareil? Je me suis dit pareil. Non, je me suis dit pareil. Ah ouais, Moi, j'ai d'accord. pas peur de mettre le prix pour un truc qui est bon pour ma santé. Et du coup, bah, je fais partie de ces consommateurs qui ont plus tendance à regarder un peu ce qui se passe sur LinkedIn et découvrir des marques là-dessus aussi. C'est ça. Et puis tu as quand même un deuxième. Alors nous, on en parle beaucoup moins, mais en fait, le cœur de Yacon Co, c'est qu'on est certes une start-up food, ça c'est le haut de l'iceberg que tout le monde voit, mais en fait, Ouais, on est des industriels de l'agroalimentaire, puisque ouais, grâce à je trouve aussi. voilà, et grâce à cette levée de fonds, notamment avec Yvette, mon associé, ça nous a permis d'investir dans une ligne de production de sirop Diacon au Pérou, et donc on devient producteur de sirop Diacon. Et qui dit producteur dit que maintenant on peut aussi en vendre. C'est pour ça que je t'ai dit que cette fameuse marque qui vend aussi du sirop Diacon va devenir notre client, c'est qu'on peut leur vendre notre sirop Diacon pour qu'ils le mettent en marque blanche. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne Ouais, j'ai saurait. compris. Non, j'ai compris. Ça, c'est impressionnant, c'est que ouais, c'est un autre. Tu deviens au-dessus de la chaîne alimentaire. Tu deviens grossiste. Exactement, exactement, c'est ça, c'est le but. Et donc, euh, ça reboucle avec quelle question que tu me posais? Ah oui, Avec et LinkedIn. LinkedIn. Avec LinkedIn. C'est que Mm. LinkedIn, du coup, je me rends visible auprès des industriels, donc les Danone, les Nestlé, les Andros de ce monde, qui me contactent par la suite et qui me disent, bah, justement, nous, on est Voilà. en pleine recherche et développement pour améliorer notre Nutri-Score, réduire le sucre. Ça m'intéresserait de tester l'Iacon. Chaque, je lui envoie des échantillons, il teste et ça rentre dans le funnel. Ouais. C'est à ça que je pensais, en fait. C'est à ça que je pensais. Mm. Mm. C'est pour ce type de partenariat là. C'est pour ça que j'ai dit partenariat. C'est Ok. ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, ouais, je pense que aussi l'intérêt de LinkedIn, c'est que tu restes top of mind. Tu vois, moi, je poste pas énorme parce que c'est quand même pas mon métier et que j'ai, comme je t'ai Oui, expliqué d'accord. juste avant qu'on enregistre ensemble, je suis aussi beaucoup avec les équipes. Je suis beaucoup sur le management, le coaching, etc. La strate de l'entreprise, encore, je suis très main dans le cambouis. Et donc, bah, il y a un moment donné, il faut choisir aussi ses batailles et que pour faire, moi, je préfère faire des posts où après, je prends le temps vraiment de répondre à tous les commentaires. Donc, moins de posts, mais vraiment en prenant le temps, plutôt que beaucoup de posts et en fait, où je vais juste pas pouvoir engager avec les gens, tu vois. Ça, je trouve ça, en tout cas, c'est ma strate. Et en fait, les gens me disent, bon, on vous voit partout, machin et tout. Ouais. Et à partir du moment où les gens te disent, on vous voit partout, c'est que ta strat, c'est la bonne strat, quoi. Je suis d'accord avec ça. Bon, on va finir là-dessus, comme il est l'heure. Ouais. Ben, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si on veut échanger avec toi et bien sûr où est-ce qu'on peut retrouver tes produits? Alors, si vous voulez échanger avec moi, LinkedIn, c'est le mieux. J'y passe quand même beaucoup de temps. Je réponds quasiment à tous les messages. J'essaye de faire un maximum. Après, vous avez aussi mon compte Instagram perso/pro. Si vous êtes plus intéressé sur la partie expérience entrepreneuriale et sur ma vie perso avec qu'est-ce que je fais avec le Yacon. C'est pas promotionnel du tout. Hein. Je suis très naturel sur mon compte Instagram perso et c'est Rafaela_Yacon. Voilà, c'est ce que je préfère. Je préfère pas donner mon adresse email parce que je reçois 200 emails par jour et j'ai déjà du mal à les filtrer. Donc, je pense que contactez-moi sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est les meilleurs canaux pour vous assurer une réponse dans les temps. Au top, au top. Merci à toi. Ben écoute, oui, je confirme, tu réponds bien à tes messages LinkedIn parce qu'on ne se connaissait pas. Je t'envoie un message LinkedIn. Je me dis Ouais, pourquoi pas. Voilà. t'as bien fait. Au top. Et bien sûr, ben voilà, donc le Yacon, on peut le retrouver sur yacon.co. Je sais quand même. Exactement, yacon.co, le site internet ou chez Naturalia, dans tous les Naturalia de France. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil avant pour savoir s'il en reste dans les rayons. Et puis si vous passez devant un Naturalia, allez directement dans le rayon sucre, c'est un packaging jaune. On ne voit que nous et vous allez voir tout de suite s'il est encore en stock ou pas. Courant juillet, ça devrait largement s'améliorer. Au mois d'août, on devrait récupérer des stocks normaux. Au top. Bah, parfait timing alors. Ouais, exactement, c'est ça. Merci à toi. À très bientôt, Merci, Raphaël. bonne journée.